Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, merci à toi de passer par ici. Peut-être que tu ne le sais pas, mais le 1er juillet 2023, je t'avais proposé une vidéo sobrement intitulée « Ces livres que j'adore, mais que d'autres détestent ». Le principe était extrêmement simple, parcourir les sites internet où il est possible de laisser des avis et relever les plus notables qui proposaient une critique, une opinion négative. Alors que de mon côté, ces bouquins, je les avais adorés. Eh bien aujourd'hui, c'est l'opposé. J'ai relevé quelques critiques positives d'œuvres que je n'ai pas appréciées. Je le dis maintenant, le mot « détester » présent dans le titre de cette vidéo n'est pas du tout révélateur de mon opinion sur ces bouquins. Disons qu'il s'agit de livres que je n'ai pas autant appréciés alors qu'ils le méritent. Mais ça, c'était trop long pour tenir dans le titre. Dans la vidéo précédente, j'avais parcouru les avis négatifs de 9 titres. 8 que j'avais traités sur cette chaîne et un 9e bonus. Il s'agissait de Ça, de Stephen King. Cette fois-ci, c'est pareil. Je vais parcourir les avis élogieux de 8 livres que j'ai traités dans des avis lecture ici, plus un 9e bonus, et il s'agira de Cellulaire de Stephen King, qui n'est pas horrible, mais quand même, c'est un peu une purge, et cet avis n'engage que moi. Bien évidemment, j'ai relevé les avis positifs desquels il est possible d'en extraire quelques substances, ce qui exclut tous les avis de type « La commande est bien arrivée, en bon état, merci, en temps et en heure ». Je suis ravi pour cette personne, mais ce genre d'avis ne m'apprend rien sur le texte, le contenu du livre. Cette vidéo va permettre de remettre un petit peu de grain de l'autre côté de la balance. Bien évidemment, je ne peux pas apprécier tous les livres, c'est impossible. Et lorsque je te propose un avis lecture, finalement tu n'as qu'un son de cloche. Je trouve que c'est intéressant, en plus d'être enrichissant, d'essayer de comprendre la substance que d'autres ont trouvée dans un bouquin et que moi, j'ai manqué. Ça rééquilibre un peu les choses. Et surtout, ça va permettre d'aborder tout un tas de thèmes qui ne seraient pas invités à la fête si je n'avais pas pris le temps d'aller chercher d'autres points de vue. L'intégralité de tout ce que je vais dire et de tous les sujets que je vais aborder dans cette vidéo se font sous couvert de la bienveillance. Il est absolument exclu de mon côté de venir te proposer un contenu pour t'expliquer en long, en large et en travers pourquoi j'ai raison et les autres ont tort. J'ai toujours exprimé ici qu'en matière d'opinion sur une œuvre, qu'elle soit littéraire, picturale, sculpturale ou même cinématographique, tout le monde a raison. Peu importe qu'on aime ou qu'on déteste. Exception faite, bien sûr. En ce qui concerne écouter Yoko Ono, la veuve de John Lennon, beugler derrière un micro. Bien évidemment que c'est de la merde. Je vais lire les avis que j'ai relevés sur ma tablette, car figure-toi que j'ai autre chose à foutre dans la vie que de les apprendre par cœur. Même si je sais à peu près les thèmes que je veux aborder au travers de ces avis, rien n'est scripté. Et je sais que je suis très mauvais dans cet exercice. Donc, s'il te plaît, sois compréhensif. Bref, si tu es prêt, on y va. On commence par La fille du train de Paula Hawkins. Ça fait un moment, hein, l'avis lecture, il date d'il y a plusieurs années. Il est en vente sur mon compte Le Bon Coin depuis tout ce temps, personne n'en veut. Peut-être que j'en réclame trop cher. Il faudrait que je refasse un tour, d'ailleurs, sur tous les bouquins que je veux vendre. Alors, premier avis. Autant le dire tout de suite, j'ai adoré ce livre. Ce qui m'a plu par-dessus tout, c'est l'ambiance très réaliste qui pourrait décrire la vie de n'importe qui d'entre nous. J'ai aimé les personnages et notamment Rachel que l'on sent en pleine détresse puisqu'elle tente de se reconstruire après une dure séparation. Rachel, l'ivrogne, ne mesure aucune conséquence et elle est soit trop expansive et optimiste, soit pleine de haine. Ce livre est très centré sur l'aspect psychologique des personnages avec tous les sentiments qui peuvent remplir un quotidien. On lit leurs confidences d'un chapitre à l'autre jusqu'à découvrir le dénouement final, que je n'avais pas imaginé. On tente de reconstituer l'histoire en imaginant 1000 scénarios possibles. Entre amour, trahison, soupçon, mensonge, ce roman est un bon cocktail à rendre paranoïaque. En terminant ce livre, j'ai ressenti une certaine nostalgie d'avoir quitté cette histoire dans laquelle j'aimais tant me réfugier. Cette lecture était un pur bonheur, j'ai hâte de voir son adaptation en film, un de mes coups de cœur de l'année 2015. Eh bien écoute, je valide. J'avais reproché à ce bouquin son aspect « je me mêle de tout sauf de mon cul » de la part de Rachel, qui au bout d'un moment me sortait par les yeux, mais il est vrai
qu'en faisant passer l'excuse de l'alcoolisme, cette notion-là devient parfaitement admissible. J'avais détesté cet aspect. Ce côté « je me mêle de tout » de la part de Rachel qui la conduisait dans des situations pas possibles. Et c'est vrai que vu à travers le prisme de l'alcoolisme, je comprends mieux l'attitude du personnage. Je cite un passage de ce commentaire. « Ce qui m'a plu par-dessus tout, c'est l'ambiance très réaliste qui pourrait décrire la vie de n'importe qui d'entre nous. C'est là où je me rends compte qu'on n'a pas la même attente. Quand je lis un thriller, ce que je préfère la plupart du temps, c'est quand ça démarre doucement avec une vie banale de Monsieur Tout-le-Monde et que les éléments dégénèrent. De partir d'une vie ordinaire pour arriver à l'extraordinaire, ou un peu moins ordinaire. Souvent, j'adore ça. Avec La fille du train, je trouve que ça ne décolle jamais vraiment. Mais la lecture de cet avis me rappelle également que c'est quelque chose que certains recherchent. Non pas que ça ne décolle jamais, c'est pas ce que je veux dire, mais que ça continue une escalade dans l'ordinaire. Deuxième avis. Au-delà de l'histoire et de l'intrigue qui sont très prenants, l'approche de l'intrigue, le point de vue et le personnage principal, une femme alcoolique qui tente de comprendre ce qu'elle a vu, sont très originaux. Une écriture très rythmée et agréable à lire. Une écriture agréable à lire, au fond, oui, très rythmée, franchement, je ne trouve pas. Mais ça, c'est à l'appréciation de chacun. J'ai retenu ce commentaire parce qu'il dit « Le point de vue est le personnage principal, une femme alcoolique qui tente de comprendre ce qu'elle a vu, sont très originaux. » Je ne trouve pas que ça soit très original. Je trouve que c'est courant de la part d'un auteur de proposer une histoire à découvrir au travers le regard d'un des personnages. Pour moi, c'est quelque chose de récurrent. Si tu me demandes un exemple, je pourrais te citer Le Vide, de Patrick Sénécal, par exemple, que j'avais absolument adoré. Mais ça montre une chose, c'est que ce qui est original pour toi ne l'est peut-être pas pour moi, ou l'inverse. Troisième commentaire. Rachel, pas trop bien dans sa peau, prend le train 2 fois par jour et a l'habitude d'observer le couple qui habite dans une maison à l'endroit où le train marque un arrêt. Elle imagine leur vie parfaite et se sent obligée de s'impliquer quand la femme disparaît brusquement. Les événements sont racontés à travers 3 femmes. La fille du train, Rachel, la femme de son ex-mari, Anna, et la femme de la maison qu'elle observe chaque jour, Megan. Vous suivez? Non, c'est normal. C'est un thriller, et il ne faut pas trop en raconter. Il faut le lire pour savoir. Sachez que Stephen King a adoré et que Steven Spielberg a acheté les droits d'adaptation. 2 bonnes raisons pour être intéressé. J'ai sélectionné ce commentaire parce que pour la première fois, nous avons affaire à un argument d'autorité. Que cette personne ait aimé le livre, je ne le remets pas en question et je suis ravi pour elle. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est la dernière phrase. Sachez que Stephen King a adoré et que Steven Spielberg a acheté les droits d'adaptation. 2 bonnes raisons pour être intéressé. Et donc, inclut l'idée que puisque Stephen King et Steven Spielberg, qui font autorité dans leur domaine, ont apprécié, eh bien tu dois forcément apprécier toi aussi, sinon c'est vraiment que tu es à côté de la plaque. Je pense que ça nous est tous arrivé de traîner en librairie et de voir sur un bouquin le meilleur thriller depuis bien longtemps, citation signée Stephen King. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que Stephen King et Steven Spielberg ne font pas figure d'autorité pour tout le monde. Il y a des gens sur cette planète qui n'ont que foutre de la vie de Stephen King et de Steven Spielberg. Ça existe. Si on s'est permis d'inscrire sur un bouquin l'avis d'une personne qui fait figure d'autorité, en réalité, c'est un argument marketing, et je trouve que c'est dommage de biaiser son jugement en se laissant influencer par un argument qui n'est que purement marketing. Après, tu fais comme tu veux. On passe à Labyrinthe de Franck Tillier que je ne peux pas te présenter puisque je l'ai revendu. Premier avis. Magistral. Franck Tillier nous propose de faire l'expérience d'un incroyable thriller schizophrénique où le théâtre de l'action est le labyrinthe de la psyché. La victime a été retrouvée le visage broyé à coups de tisonnier. La supposée auteure de cet horrible crime n'a aucun souvenir. L'inspecteur Camille Nijinsky est chargé de l'enquête. Le docteur Fibonacci lui révèle « Vous devez savoir qu'il y a 5 protagonistes dans le récit que je vais partager avec vous. La journaliste, la psychiatre, la kidnappée, la romancière. » Qui est le 5e? Encore une fois,
Tillier frappe fort et confirme sa place de maître incontesté de l'intrigue et du suspense. C'est un véritable page-turner. On est scotché à cette inimaginable histoire construite comme un labyrinthe. On progresse pour n'arriver encore, toujours, qu'au point de départ. Je le recommande vivement. Labyrinthe de Franck Tillier, pour moi, c'est très particulier d'en parler. Parce que, à cause d'un élément dans le premier chapitre, dans les premières pages, que je n'ai pas pu m'ôter de l'esprit, finalement, au bout de 50 pages, tout ce qui aurait dû m'apparaître comme des petites touches mystérieuses, finalement, ne faisait que confirmer une théorie que j'avais deviné assez rapidement. Et en réalité, je suis presque jaloux et envieux des personnes qui ont été bernées par Labyrinthe de Franck Tillier. Je trouve que ce commentaire est tout à fait juste, à la condition d'avoir plongé tête la première dans le piège tendu par l'auteur. Simplement, quand je lis encore une fois Tillier frappe fort et confirme sa place de maître incontesté de l'intrigue et du suspense, ce n'est pas tout à fait juste puisque je conteste. Deuxième commentaire. Fan de polar, je ne connaissais pas Franck Tillier et je ne suis pas déçu. Et encore une fois, c'est terrible pour moi parce que je ne peux être que d'accord. Si tu es fan de polar, que tu ne connais pas Tillier et que tu découvres cet auteur avec Labyrinthe, eh bien oui, ça doit être extraordinaire. Pourquoi Monsieur Tillier a foutu cette putain de phrase qui m'a mis sur la bonne piste d'entrée de jeu dès le premier chapitre? Pourquoi, bordel de merde? Troisième commentaire, 5 étoiles, quand on est fan, point de suspension. Celui-là, je voulais en parler parce que quand on est fan quoi? On met 5 étoiles, on ne peut pas faire autrement. Qu'on s'entende bien, probablement que mon jugement peut se retrouver altéré si je suis en train de lire un bouquin de mon auteur préféré. Ça peut m'arriver à moi également. De manière générale, je trouve que le jugement peut se retrouver altéré en fonction de ce que tu espères du bouquin, ce que tu en obtiens, et l'état d'esprit dans lequel tu es au moment de commencer sa lecture. Si tu commences sa lecture en te disant « ça va être un Tillier, forcément je vais adorer », eh bien il y a de grandes chances que tu pardonnes beaucoup de fautes. Je reconnais moi-même que ce n'est pas toujours évident, et pourtant c'est l'exercice que je fais régulièrement ici, auprès de toi. Selon moi, ce n'est pas parce qu'il y a marqué Stephen King, Franck Tillier, Maxime Chatham, H.P. Lovecraft, ou encore Agatha Christie ou Mary Higgins Clark sur la couverture que forcément le livre est bon. Et je peux même encore aller plus loin, ce n'est pas parce qu'il y a marqué William Shakespeare, Victor Hugo, René de Chateaubriand, Jean-Jacques Rousseau ou Honoré de Balzac sur la couverture, et tous ces autres écrivains considérés comme des maîtres de la littérature, que le livre est forcément bon. Dernier commentaire en bonus parce que celui-là m'a fait rire. 5 étoiles. Titre du commentaire, ok. Commentaire, c'est un livre. Point de suspension. Alors, il est vrai que si ton ambition quand tu commandes un livre, c'est de recevoir un livre, alors tu dois être la personne la plus heureuse sur cette terre. Mon Dieu que tu dois être comblé. Blackwater, la saga en 6 tomes de Michael McDowell, je ne peux pas te la montrer puisque je l'ai revendue. Premier commentaire. Ce dernier tome termine la saga familiale Blackwater en beauté. On y retrouve bien sûr l'atmosphère du sud des États-Unis dans cette période d'après-guerre où la société américaine va profondément changer. Mais certaines choses restent immuables à Perdido. La famille Casquet, rivée à son passé, ses aciéries et sa nouvelle source de richesse. Elinor, devenue pilier du clan, mais dont certains membres se sont éloignés, et la rivière, dont les digues protègent la ville. La touche fantastique est toujours là, et apparaît dans des scènes très marquantes. Surtout, l'auteur a imaginé des destinées marquées par l'histoire, avec un grand H, ou les décisions du passé. Ces personnages sont enfermés dans cette famille alors que d'autres ont trouvé un semblant de liberté en prenant leur distance. Découvrir ce que sont devenus quelques casquets par le sang, les alliances ou l'amitié est émouvant. On ne peut s'empêcher de juger que leur vie aurait pu être tout autre, seulement si ils avaient pris une autre décision ou s'ils s'étaient échappés. Ou s'ils ne s'étaient pas laissés manipuler. J'ai trouvé la fin plus prenante que le reste de la saga, offrant une tension empreinte de nostalgie, d'évidence, de destinée implacable, et si aucun protagoniste n'a de regrets, le lecteur en a pour lui. L'émotion est au rendez-vous, une excellente conclusion pour cette saga familiale matinée de fantastique.
Concernant la saga Blackwater de Michael McDowell, le principal reproche que je lui ai fait était qu'il n'avait pas atteint mes espérances qu'avait créé l'ensemble des communications presse de la part de l'éditeur. On me l'a vendu comme Michael McDowell, l'auteur qui a inspiré Stephen King, disponible pour la première fois en France. On m'avait vendu son œuvre Blackwater comme une épopée familiale fantastique teintée d'épouvante. Et à la place, j'ai eu une épopée familiale teintée de fantastique quasiment sans épouvante. Un petit peu, mais pas beaucoup. Donc là, on est typiquement dans le cas où je n'ai pas eu, de la part de cette série de bouquins, ce que j'espérais. Parti de là, il était difficile pour moi d'apprécier cette lecture autant qu'elle le mérite. Et pourtant, je partage tout ce qui est décrit dans ce commentaire, bien que nos conclusions diffèrent, car je n'ai pas su me contenter du si peu de fantastique que cette saga offre, mais ça dépend entièrement de là où tu places le curseur, et c'est propre à chacun. Deuxième commentaire. Histoire étrange, mais on ne peut s'empêcher d'aller plus loin et de connaître la suite, alors là je suis 100% d'accord. Il est vrai que le découpage sous forme d'épisodes, 6 au total, marche extrêmement bien pour t'inciter à acheter les suites. On te laisse assez systématiquement après des événements plutôt tendus en ce qui concerne la famille Casquet. Et évidemment, tu n'as qu'une envie, c'est de savoir ce qui va leur arriver. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait tenir pour lire les 6 tomes de Blackwater. Troisième commentaire. Cette saga littéraire m'a tenu en haleine pendant 6 tomes, c'était génial. Il traverse plusieurs générations. Il y a un côté fantastique, mais pas exagéré. Tout tient la route. Hyper bien écrit, super bien traduit. La couverture de chacun des livres est un chef-d'œuvre, autant par les détails que la qualité. Foncez, n'hésitez pas à lire, vous ne serez pas déçus. Avec ce commentaire, rien de neuf par rapport à ce que j'ai dit précédemment, si ce n'est une chose, c'est la beauté de ces ouvrages. Et mon Dieu que c'est vrai. Quel travail éditorial absolument remarquable de la part de la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture. Ils sont tous absolument magnifiques. Je les ai revendus parce que je ne comptais pas les relire, mais s'il y a bien un point qui m'a fait hésiter, c'est celui-là. La beauté des livres. Quoi qu'on en pense, la beauté de l'objet livre compte. À mon sens, pas suffisamment pour m'inciter à aimer ou pas un texte, à aimer ou pas l'histoire en elle-même. Il m'arrive parfois d'y repenser et de regretter de les avoir revendus, mais en même temps, ils auraient pris la poussière chez moi, ils n'auraient servi plus à rien si ce n'est à décorer. Et donc la raison l'a emporté et m'a incité à les revendre pour récupérer en partie ma mise, parce que l'air de rien, 6 bouquins à 8 € et des brouettes, ça fait un peu de sous quand même. Enfin, quoi qu'il en soit, je pense que Michael McDowell n'a pas totalement disparu des radars de cette chaîne YouTube. On passe maintenant au bouquin Les Contes Interdits, La Petite Sirène, écrit par Sylvain Johnson. Alors, petit aparté concernant ce bouquin. J'ai dit en introduction que le terme « ces livres que je déteste » était exagéré. Parce que bien évidemment que je ne déteste pas ces livres, c'est que je ne les ai pas appréciés autant qu'ils le méritent. Eh bien, celui-ci, c'est l'exception. Voilà, j'ai purement et simplement détesté. Quand j'y repense, je trouve que ce livre, c'est un petit peu comme un îlot de merde au milieu d'un océan de pisse. Mais je ne prétends toujours pas avoir raison. Premier commentaire. Ce n'est pas nouveau, j'adore les réécritures, et quand j'avais vu qu'une collection de contes interdits sortait chez les éditions Ada, je veux tous les contes, et La Petite Sirène fait partie des 2 contes que j'ai pour l'instant avec Réponse. Autant j'avais trouvé la réécriture de Réponse assez soft, autant la réécriture de La Petite Sirène l'est beaucoup moins. Et même si j'ai beaucoup aimé ma lecture, je dois t'avouer que c'est une lecture qui m'a gêné à certains moments, et il est sûr que ce livre n'est pas à lire à des enfants. En tout cas, le livre montre bien la monstruosité de certains êtres et l'avidité de certains autres, et le courage d'autres également. En tout cas, je vais continuer la lecture des réécritures de contes. Alors,
Quand je lis, en tout cas, ce livre montre bien la monstruosité de certains êtres et l'avidité de certains autres et le courage d'autres également. Factuellement, c'est vrai. Il est question dans ce livre de personnages monstrueux. Et les monstres ne sont pas ceux qui sont traités comme des bêtes de foire à cause de leur difformité physique. On parle bien de monstres par leurs actes. Tout cela est vrai. Par contre, je ne trouve pas que ce roman mette en avant l'avidité ou même le courage, car c'est noyé dans un océan de trop. On en arrive une nouvelle fois au curseur de ce qui est tolérable et de ce qui ne l'est pas. Et c'est un curseur que nous sommes tous libres de placer qu'on s'entende bien. Il m'est arrivé de lire des romans où il se passe des choses affreuses et d'adorer ces lectures. Mais si je les ai aimées, selon moi, c'est parce que le trop dans ces lectures n'était pas synonyme de grotesque. Et c'est le problème pour moi avec La Petite Sirène de Sylvain Johnson, c'est que à un moment donné, tout est tellement too much que ça devient ridicule. Mais si cette personne qui a écrit ce commentaire n'a pas vu les choses de la même manière, eh ben en réalité, je peux comprendre qu'elle a apprécié ce bouquin. Deuxième commentaire. La Petite Sirène comme on ne l'a jamais vue. Une réécriture de l'œuvre intéressante et originale. Il faut parfois s'accrocher à la lecture de certains passages. Originale, je suis d'accord. Intéressante, beaucoup moins. Il est vrai que comparé à la version de Disney, qui est la version que la plupart des gens connaissent, je pense, c'est une réécriture plutôt originale, effectivement. Je peux parfaitement admettre que ce que l'on recherche dans un récit soit l'originalité. Et c'est en partie ce que moi aussi je recherche. Mais pas au détriment d'autres choses. Là encore, les goûts, les couleurs, chacun y trouvera à redire. Personne n'a tort, personne n'a raison. Intéressante, je suis plus mitigé puisque ce roman est en réalité une succession d'événements qui vont de mal en pis. Je peux parfaitement comprendre que l'on trouve des situations catastrophiques qui virent au gore intéressantes. Ça m'arrive aussi quelquefois. Je suis client du gore, des tripes et du sang. Même si d'une certaine manière, ça peut défouler, qu'il y en ait un peu, ça peut passer. Troisième commentaire. Super, je veux la collection entière, j'adore ces livres. Il m'en manque plus que 9 à avoir, j'en ai déjà 5. Là, on est encore sur une autre notion qui est celle du collectionneur. Je ne sais pas combien il y a de bouquins dans la collection des Contes Interdits, il y en a toute une chier. Je comprends totalement l'envie de posséder l'intégralité des exemplaires qui composent cette collection. Je profite de ce commentaire pour parler d'un sujet qui est cette culpabilité que l'on peut avoir parfois à vouloir posséder. C'est quelque chose qu'on a tous et qu'on a tous ressenti au moins une fois dans notre vie. Cette envie de posséder un objet. Ça peut être un livre, mais ça peut être tout autre chose. Moi, je ne m'en cache pas. J'ai l'intégralité des romans de Stephen King en ma possession. Stephen King est un auteur que j'apprécie dans sa globalité, mais je n'apprécie pas l'intégralité de ses romans. Si cette personne éprouve du plaisir à posséder ce livre, qui suis-je pour la juger? Cette personne fait absolument ce qu'elle veut de son pognon, ce n'est pas mon affaire, et je ne suis personne pour juger du bien fondé de la collection qu'elle entreprend. Du moment que ça ne mette pas en péril sa santé financière, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Vas-y, fonce, t'as bien raison, fais-toi plaisir. Et même si cette collection met en péril ses finances, au fond, je m'en fous un peu. On passe au Costume du mort de Joe Hill, le fils de Stephen King, et il s'agissait de son tout premier roman. Je ne peux pas te le montrer parce que je l'avais emprunté à la médiathèque. Premier commentaire. Je vous parle aujourd'hui d'un livre de Joe Hill, Le Costume du mort. Un gros coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce roman, première fois que je lis cet auteur et c'est une réussite pour moi. L'histoire est très immersive. On est facilement entraîné dans la quête de Jude et Mary Beth. J'ai été agréablement surprise par l'évolution de Jude au cours du roman. Ma curiosité a été fortement titillée. Qui, pourquoi, comment. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture addictif et sans fioriture. Si le sujet de la hantise est souvent utilisé dans le genre horrifique,
J'ai beaucoup aimé que cette intrigue atypique soit approfondie et détaillée. L'histoire est creusée en profondeur et d'autres personnages viennent apporter beaucoup à l'intrigue. Et la fin m'a beaucoup plu également, elle m'a satisfaite. Bref, une lecture que je recommande. Alors j'arrive à peu près à comprendre ce commentaire. L'un des gros problèmes de ce livre, selon moi, c'était que le personnage principal, Jude, était à mes yeux bien trop détestable pour que j'en ai quelque chose à foutre de ce qui pouvait bien lui arriver. Et cette personne dit pourtant dans son commentaire « J'ai été agréablement surprise par l'évolution de Jude au cours du roman ». Donc cette personne a réussi à pardonner les actions du personnage principal. Eh bien pas moi. Donc je suis probablement beaucoup plus rancunier que cette personne. Et parti de là, mon jugement s'en trouve forcément biaisé, puisque j'ai manqué d'empathie vis-à-vis du personnage principal. Deuxième commentaire. Excellent. Efficace. Le talent, c'est de famille. La famille King a un véritable don pour l'écriture. Auteur à découvrir, j'ai déjà commandé un autre de ses livres. J'ai sélectionné ce commentaire puisqu'on arrive sur une autre idée qui est celle du talent héréditaire. Joel est le fils de Stephen King et je suis persuadé qu'il a un immense talent d'écriture, tout comme son père. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut reconnaître qu'il y ait du talent, et il a probablement été favorisé puisqu'il évolue depuis l'enfance dans le milieu littéraire. Pour avoir lu plusieurs commentaires sur le livre Nosferatu de Joel, il semble que celui-ci fasse l'unanimité. J'aurai l'occasion de le lire. Pour l'instant, ce n'est toujours pas fait. Là où je vais revenir, c'est sur l'automatisme du talent héréditaire, d'une génération à une autre. Que cela puisse favoriser, oui, parce que clairement, il baigne dedans, hein, depuis qu'il est gamin. En revanche, que cela soit automatique et inné, j'en suis beaucoup moins persuadé. Prends par exemple David Hallyday. David Hallyday a beaucoup de talent en ce qui concerne écrire les paroles d'une chanson. Il a un grand talent de compositeur et d'arrangeur. Mais son talent d'interprète, est-ce que tu le mettrais au même niveau que celui de Johnny Hallyday? Moi, personnellement, non. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et probablement que je me suis fait 2-3 ennemis dans les fans de David Hallyday. C'est pas grave. J'assume. Troisième commentaire. Un univers prenant. Une écriture fluide, efficace. Une intrigue qui nous emmène dans l'univers de Joel. Un auteur à suivre. Et oui, tout simplement. Il est possible, totalement entendable, d'adhérer à l'écriture et à l'intrigue de ce bouquin. Que ça te comble pleinement et que tu passes un bon moment de lecture. Et c'est important de garder en tête que l'avis négatif que j'ai exprimé quand j'ai fait l'avis lecture sur le costume du mort, eh bien, il n'engage que moi. Maintenant, on passe à Cellulaire de Stephen King. Premier commentaire. Je ne lis quasiment jamais un livre 2 fois. Cellulaire m'a tenu en haleine 3 fois, et ce fut un plaisir à chaque lecture. Quand le monde si sécurisé que nous connaissons éclate sous nos yeux engloutissant nos proches les plus chers, c'est là que Clayton s'élance dans une course contre le temps pour retrouver son fils et entraînant dans son sillage Tom et Alice, 2 autres survivants. À la fois hommage au film de zombies et critique de notre société si connectée, Cellulaire est un roman sur la survie, mais aussi sur l'entraide et les liens qui se tissent dans les pires moments. À lire absolument. Cellulaire, c'est à mes yeux le roman le plus raté de Stephen King et de l'avis général, les gens sont pas très fans. Je trouve que c'est absolument passionnant de lire cet avis parce que je retrouve tous les éléments que cette personne cite. Je les retrouve dans le roman, même si je dois avouer qu'ayant fait cette lecture il y a de cela plusieurs années, les détails ont tendance à s'effacer. Néanmoins, me replonger un petit peu dans les avis, ça me permet de me remémorer un petit peu certains éléments de l'histoire. Et je trouve que c'est hyper intéressant de constater que cette personne, elle a apprécié ce bouquin en faisant la lecture sous le prisme d'une critique d'une société trop connectée. C'est un élément dont je me souviens, mais je ne l'ai pas trouvé suffisamment présent dans le bouquin pour que je le note comme
réellement une critique de la part de l'auteur. Et en réalité, ça me donne envie de réessayer la lecture de Cellulaire. Peut-être que ça vaudrait le coup. Deuxième commentaire, un vrai Stephen King. Un peu déstabilisé par un début sur les chapeaux de roue, en quelques pages on rentre dans l'action. Pas vraiment habitué de la part de Stephen King. Par contre, ensuite, on retrouve l'ambiance des romans du King qui font sa force et signature. Une intrigue totalement alambiquée qui se dévoile progressivement et débouche sur un final grandiose. Du vrai King, avec des héros mis à mort brutalement, sans aucune autre forme de procès. Bravo, le début m'avait donné quelques inquiétudes, mais je suis rapidement rentré dans l'histoire pour en ressortir suant et angoissé. Là, je dois avouer que je ne sais pas, parce que cette personne dit que c'est du vrai King. Et je t'avoue que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. De mon côté, j'ai le ressenti que l'écriture et les sujets abordés par Stephen King dans ses histoires ont tellement changé en 40 ans de carrière que je ne sais pas exactement ce qui est juste d'appeler du vrai King. Pour moi, mes romans préférés sont ça, Shining, Cimetière, Misery, donc je me situe plutôt dans une période assez ancienne de la carrière de King. Et je suis incapable de comparer Cellulaire avec ses romans plus anciens. Pour moi, c'est tellement différent. Ou alors, il a tellement changé de style que ce qui est pour moi du vrai King ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Il faut quand même avouer que ça fait quelques années qu'il ne nous a pas proposé un roman dans la même trempe que ça, le clown tueur. Qu'est-ce que c'est du vrai King? Je ne sais pas. Deuxième commentaire. Mon premier Stephen King. Je l'ai acheté sans conviction. Je savais que King était bien, mais je n'aurais jamais cru que j'aurais autant accroché à son genre. Je me retrouve maintenant avec une dizaine de Stephen King, j'adore. En fait, je trouve ça hyper intéressant, ce commentaire, parce que cette personne précise qu'il s'agit de son tout premier Stephen King. Et ça force à réfléchir à une question. Est-ce que ce livre est réellement mauvais si je ne le compare pas avec d'autres œuvres du même auteur ? Alors maintenant, pour moi, il est un peu trop tard pour me faire un avis neutre sur la question, même si j'y réponds par oui. Clairement, si je devais conseiller un livre de Stephen King, je ne penserais jamais à conseiller Cellulaire. Parce que je trouve qu'il n'est pas bien. Peut-être que la meilleure manière d'apprécier ce bouquin, finalement, c'est de le lire avant tous les autres. Peut-être. On passe à Trop vite, l'autobiographie de Nabila, coécrite avec Jean-François Kervéan. Petite précision concernant ce bouquin, je n'avais pas tout détesté. J'ai surtout trouvé que c'était un livre qui passait à côté de son sujet. Premier commentaire, Nabila est tout simplement la personne que j'adore le plus, même plus que ma propre mère. C'est un modèle, une icône. Ma chérie continue à écrire « Tu es la plus douée ». Je t'aime bébé. Est-ce que nous ne serions pas exactement face à un commentaire d'une personne qui a décidé d'apprécier le livre avant même qu'en soit annoncée sa sortie? Je considère Nabila comme l'une des protagonistes de l'apologie du vide, du néant. Et visiblement, cette personne y souscrit. Qu'on s'entende bien, pour moi, il y a influenceurs et influenceurs. D'un côté, les influenceurs, influenceuses, et de l'autre, les influx-voleurs, influx-voleuses. Et bizarrement, dans la catégorie des influx-voleurs, on retrouve beaucoup d'anciens candidats de télé-réalité, dont Nabila, qui tente de continuer d'exister au travers des réseaux sociaux. Moi, je suis désolé, mais je ne peux pas être fan d'une personne qui a tenté d'abuser de la crédulité de ses abonnés, d'user de son image, d'user de la haute estime que ses abonnés peuvent avoir d'elle pour tenter de faire l'apologie d'une arnaque au Bitcoin. Voilà, moi je suis désolé, je peux pas être fan d'une personne comme ça. C'est au-dessus de mes forces. Et quand je lis ce commentaire, je le trouve aussi creux que le contenu que propose Nabila, finalement. Déjà, le seul fait de laisser 5 étoiles dans le seul but d'aider ta personnalité préférée à vendre son livre,
Mais comment tu peux espérer convaincre quelqu'un en offrant aussi peu d'arguments sur le contenu du bouquin? À quoi ça sert? Même moi, qui n'aime pas Nabila, j'ai fait mieux pour trouver des points intéressants offerts par ce bouquin. Même moi, je l'ai fait. Deuxième commentaire. Tout d'abord, je dois avouer que je suis fan de Nabila. Cela permet de faire le tri entre ceux et celles qui vont aimer cette critique et ceux qui, par définition, vont la détester par principe. Rarement une personne n'a suscité autant de passions opposées. Qu'est-ce qui fait qu'une starlette de TV-réalité, semble-t-il, ne fait rien d'autre que de s'intéresser au shampoing, au vernis à ongles ou encore à la couleur des semelles de ses escarpins, suscite débat acharné dans toutes les couches de la société? Pourquoi suscite-t-elle autant de haine, de fans, d'audience? Pourquoi suis-je fan alors que je ne m'intéresse pas à la télé-réalité et que mes lectures sont plutôt de la science-fiction contemporaine bien glauque? Peut-être parce qu'il y a chez elle une vraie personne et une fausse conne et qu'elle refuse de se laisser consommer comme une potiche à laquelle les bien-pensants voudraient la réduire. Peut-être parce qu'il y a chez elle une désinvolture, une superficialité faussement naïve qui fait paraître bien ternes les gens sérieux. Ceci dit, qu'en est-il du livre? Rien à dire, c'est une réussite. On sent qu'il y a eu du travail investi dans sa réalisation, que tant l'auteur que l'éditeur ont passé du temps pour que le style coule et colle au personnage et à son public. On est loin des autobiographies vengeance ou plaidoyer, à de certaines publiées, à peine relues, et où la critique, à défaut d'autres choix, en vante le style familier. Il y a un souci du détail, du ton juste, de l'illustration, du rythme et du langage. Nabila nous convie dans son monde, dans son aventure, et on y passe un agréable moment en sa compagnie. Je l'ai lu d'une traite entre Bruxelles et Lyon. En voilà un commentaire de quelqu'un qui se dit fan de Nabila, qui est intéressant et construit. Déjà, il a l'avantage de casser cette idée préconçue qu'on pourrait avoir que tous les fans de Nabila sont des espèces de décérébrés. Je trouve cet avis très révélateur puisque cette personne est fan du personnage incarné par Nabila, c'est-à-dire qu'elle fait le distinguo entre, d'une part, Nabila, la personne, l'humain, et de l'autre part, le personnage qu'elle propose et qu'elle renvoie dans ses interventions médiatiques. Elle l'adore, ce personnage, je le déteste. J'ai déjà exprimé mon avis, Nabila et moi, on n'a que 3 ans de différence, et j'ai eu à souffrir de l'image de la jeunesse dégagée par Nabila et ses collègues. Alors, la personne qui a écrit ce commentaire n'a jamais eu à souffrir, peut-être, de cette image? Peut-être. Du coup, je comprends qu'elle ait pu apprécier ce bouquin et qu'elle ait passé un bon moment de lecture. Tu peux appeler ça de ma part de la rancune, si tu veux, mais ça passe pas. Troisième commentaire, je ne suis pas vraiment une grande fan de Nabila, j'ai tout de même acheté ce livre après en avoir entendu parler sur YouTube, et j'ai été vraiment étonné, et j'ai adoré ce livre. On en apprend plus sur Nabila et on comprend mieux certaines choses de sa vie. J'ai essayé de mélanger les commentaires élogieux qui avaient été écrits par des personnes qui se déclaraient fans de Nabila et d'autres qui se déclaraient pas fans du tout. Ça peut te paraître assez... En réalité, je suis d'accord avec ce commentaire. Ce livre vaut la peine d'être lu. Ne serait-ce que si tu es un tout petit peu curieux de ce que Nabila a exprimé. Cette personne trouve que, je cite, « On en apprend plus sur Nabila et on comprend mieux certaines choses de sa vie. » C'est vrai, mais à mon sens, ce n'est pas assez, mais factuellement, c'est vrai. C'est là, on en arrive au curseur de la hauteur de tes espérances, tout simplement. J'avais plus d'espérance que ça, que ce que ce livre avait à offrir, mais bien évidemment que ce n'est pas le cas de tout le monde. On passe à Tokyo de Mo Hayder que je ne parviens pas à retrouver. J'avais dit que je le remettrais dans la boîte à livres où je l'avais trouvé. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait, mais je ne le retrouve pas. Donc soit je l'ai fait, soit un jour il va réapparaître. Je ne sais pas. Premier commentaire. Oula, heureusement que je ne me suis pas arrêté à la première critique qui apparaît sur le site.
dur, mais c'est aussi un roman dur, très dur. Comment ne peut-il pas en être autrement? Les sujets abordés, perte d'enfants, mutilation volontaire, les massacres commis par les Japonais en Chine, et j'en passe. L'ambiance est lourde, les protagonistes confus, torturés, sur les bas-fonds aussi de la société japonaise et chinoise. Mais malgré cette atmosphère lourde, l'érudition sur l'histoire, les coutumes anciennes est présente de ces deux cultures, distillée tout au long du roman, est addictive. L'intrigue alternant entre le passé et le présent des protagonistes, qui interpelle tout du long, tient en haleine. Le dénouement salvateur, pour eux, nous rappelle que les plus grandes douleurs viennent des non-dits. Pour les amateurs d'histoire, des cultures asiatiques et de polar, car c'est aussi un polar, un excellent livre. Tokyo de Mo Haider, c'est très particulier parce qu'il y a deux histoires à la fois dans ce livre. La première, qui a des traits historiques, qui se déroule en 1937 et qui te raconte les événements qui ont eu lieu lors du massacre de Nankin, en Chine. Et j'avais plutôt apprécié cette partie de l'histoire. Et il y a l'autre, qui a comme personnage principal Grey, une jeune femme britannique fraîchement débarquée au Japon, et qui se passe à l'époque contemporaine. Ce commentaire, il est très intéressant puisque visiblement l'alternance entre ces deux histoires n'a pas été un problème pour cette personne. Contrairement à moi, qui ai trouvé que l'une cassait le rythme de l'autre puisqu'il y en avait une qui était plus intéressante que l'autre à mes yeux. Du coup, l'appréciation de ce roman, ou pas, eh bien ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Deuxième commentaire. Super, chef-d'œuvre, tout simplement, et cela nous change de tous ces polars qui se ressemblent tous. En plus, pour le même prix, nous avons une leçon d'histoire. Eh bien, je n'ai rien à ajouter si ce n'est que c'est vrai. Tokyo de Mo Haider est un polar pour le moins particulier, qui n'a pas grand-chose en commun avec d'autres qui se classent dans la même catégorie. Et ça me force à remettre sur la balance la question de savoir si je suis réfractaire au changement ou pas. Je pense qu'on l'est tous un peu à des degrés différents et peut-être que je n'ai pas lu ce livre au bon moment, ce qui m'a empêché de l'apprécier. Là tout de suite je n'ai pas la réponse. C'est juste encore un moyen d'affirmer que finalement mon avis ne vaut rien. Seul compte l'avis de l'individu lecteur, durant et après avoir achevé un bouquin quel qu'il soit. Dernier bouquin, on passe à Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham. Premier commentaire. Un vrai coup de cœur pour moi, même si je ressors lessivé de cette lecture. Maxime Chatham nous entraîne dans la petite bourgade de Carson Mills à la suite de John Peterson, sorte d'incarnation la plus glaçante du mal. Je n'ai pas pu décrocher de ma lecture tant j'ai été pris dedans. Pas de répit dans l'horreur ici, car pas de fantastique, d'irréel. Juste un être abominable que l'on va suivre des balbutiements de sa psychose jusqu'au sommet de sa malveillance. C'est donc noir mais très fouillé. J'ai été purement hypnotisé par l'auteur qui, je l'espère, reviendra un jour vers ce genre de littérature. Mon livre préféré de Chatham. À vos risques et périls, vous vous lancerez dans cette lecture, mais sachez que vous ne regarderez plus les coquelicots de la même manière après cela. Absolument tout est vrai dans ce commentaire. Et je comprends que cette personne ait eu un véritable coup de cœur pour ce bouquin, Que ta volonté soit faite, de Maxime Chatham. En ce qui me concerne, je trouve que l'auteur a offert une fin que je qualifie de fausse bonne idée. J'ai surtout l'impression que l'auteur avait décidé de la fin bien avant d'avoir écrit l'histoire. Parce que j'ai ressenti le fait que l'un de ces personnages était en train de s'échapper du fil que l'auteur avait prévu. Et que ce fil, finalement, s'était transformé en véritable barre d'acier que l'auteur a dû tordre pour la refaire coller avec la fin qu'il avait initialement imaginée. C'est mon ressenti. Après, j'étais pas là au moment où Maxime Chatham a écrit le bouquin, hein. Deuxième commentaire. La chute est inattendue et magistrale. Du grand Chatham comme d'habitude. Tout simplement. Voilà. Je voulais trouver un commentaire 5 étoiles qui parlait de la fin de ce bouquin. Pour moi, je persiste et je signe. Cette fin était complètement naze.
complètement à côté de la plaque. Elle se présente comme quelque chose qui se veut original et finalement ça a fait un flop. Et pourtant, cette personne a adoré la fin offerte par ce roman. On en arrive donc tout simplement à une divergence d'opinion. Et là, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. C'est quelque chose qui arrive de temps en temps, même parfois dans les échanges que j'ai avec toi, où nous n'avons tout simplement pas la même façon de voir les choses. Nous n'en arrivons pas à la même conclusion. Donc j'en profite pour le dire, même si nous ne sommes pas d'accord, que ça soit sur un livre, un auteur ou quoi que ce soit, et que cela ne porte pas atteinte au minimum de bienveillance qu'il est nécessaire de témoigner envers tout à chacun, même s'il nous est arrivé de ne pas être d'accord, cela ne signifie pas à mes yeux que tu as tort. Je crois que c'est important d'accorder autant de crédit à sa propre opinion qu'à celle des autres. Et ce commentaire tombe bien. Évidemment, je ne te parle pas d'opinions exprimant des idées que l'on pourrait qualifier d'extrémistes, qu'on soit bien d'accord. Mais ici, on parle de bouquins, donc pas de malaise. Voilà, du fond du cœur, je tenais à le dire et à l'exprimer encore une fois, et ce commentaire et ce bouquin, c'était l'occasion. Bon, eh bien écoute, si tu es arrivé jusque-là, c'est déjà pas mal. En tout cas, la lumière, elle trouve que c'est déjà pas mal. Ça faisait un moment que je voulais proposer la vidéo inverse de celle que je t'avais proposée il y a 1 an et demi. Et puis, entre-temps, il y a eu la fin du challenge à vos livres l'année dernière, il y a eu le voyage aux Philippines, la préparation et la présentation du challenge à vos livres de cette année, etc., etc. C'était toujours je verrai plus tard quand j'aurai le temps, et finalement, c'est toujours remis à plus tard. Enfin, j'ai pris le taureau par les cornes pour te proposer cette vidéo. J'espère que ce que j'avais à te raconter t'a intéressé, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et si ce n'est pas le cas, eh bien, tant pis. J'ai fait de mon mieux. N'hésite pas à exprimer ton opinion dans les commentaires, ou à exprimer tout ce que tu voudras. Si je veux me vanter, me targuer d'une parole libre sur cette chaîne, je trouve qu'il est important que chacun puisse en bénéficier. Surtout qu'ici, on ne parle que de bouquins, donc peu importe ce que l'on a à dire, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye!